de vue de la crédibilité psychologique, on pourra s'étonner de la rapidité avec laquelle Ariste se dépouille de ses oripeaux et préjugés de bel esprit pour revêtir les habits de l'homme nouveau malbranchiste, en adhérant sans réelle résistance à la saine doctrine exposée par Théodore. Mais cette invraisemblance est aussi, pour Malebranche, une façon de mettre en scène le solide optimisme épistémique, dont il ne s'est jamais départi. Affirmer, comme il fait depuis la préface de la recherche, que les esprits de tous les hommes sont naturellement unis à Dieu, revient à dire que chacun est doté des outils nécessaires pour connaître la vérité, pourvu qu'il soit placé dans des circonstances favorables et convenablement guidé de façon à atténuer ou supprimer tout ce qui peut venir brouiller ou parasiter cette union, c'est-à-dire en premier lieu ce qui tient à la seconde union qui définit l'esprit humain, son union au corps. À partir du 7e entretien, le duo du méditatif et du bel esprit est complété par un troisième personnage, Théotime, étymologiquement celui qui honore Dieu. Son arrivée est préparée. Entretien par un habile dispositif littéraire, on apprend qu'Ariste a raillé en société en traitant Théodore et ses semblables de méditatifs. Or, un de ces méditatifs, on comprendra plus tard qu'il s'agit de Théotime, était justement présent dans l'assemblée et a défendu sa confrérie, avant, comprend-on également, de rapporter l'incident à Théodore. L'épisode a donné mauvaise conscience à Ariste, qui s'en confesse à Théodore, comprend que les deux Théo se connaissent et désirent donc faire la connaissance de Théotime. Ce dernier entre ainsi en scène, au contentement général, au début de l'entretien 7, et cette nouvelle voie va enrichir et complexifier le dialogue. Déjà convaincu de la justesse du malbranchisme, Théotime intervient surtout pour épauler Théodore, l'aider à préciser certains thèmes ou termes qu'Ariste a mal compris. Il oriente aussi, à plusieurs reprises, la conversation vers des questions scientifiques, notamment biologiques, la formation des insectes et des plantes, dans le cadre des débats entre les partisans de la préformation et ceux de l'épigenèse qui agitent alors les milieux scientifiques, la génération spontanée, une ébauche sans doute la première d'explication des couleurs par la fréquence des vibrations. Cet intérêt affiché pour ces questions scientifiques représente une nouveauté par rapport aux conversations chrétiennes, d'où elles étaient quasiment absentes, et on peut y voir la marque d'une certaine évolution de Malebranche. Dans les années 1660-1670, sans doute marquées par la lecture de Pascal et la fréquentation des milieux port-rualistes, il avait tendance à ravaler l'intérêt pour les insectes au rang des amusements et des divertissements qui éloignent de Dieu. Les hommes ne sont pas faits pour examiner toute leur vie des moucherons et les insectes, et l'on n'approuve pas trop la peine de quelques personnes se sont données pour nous apprendre comment sont faits les poux de chaque espèce d'animal et les transformations de différents vers en mouches et en papillons. Le Malebranche des années 1680 aborde ces sujets de manière très positive et sereine, sans oublier toutefois de leur conférer aussi une dimension religieuse, puisqu'ils apprennent à reconnaître les merveilles de la Providence, et qu'on peut en proposer, à la façon de certains médiévaux, une interprétation symbolique, qui représente elle aussi une particularité des EMR dans le corpus malebranchiste, plus généralement ces développements proposés par les EMR sur les questions de biologie, d'acoustique, rappelle un aspect souvent méconnu de la vie de Malebranche, qui fut un fin connaisseur et un acteur important de la vie scientifique de son temps. Il devint membre de l'Académie des sciences en 1699. Le duo Théodore-Théotime représente ainsi comme les deux faces de Malebranche, d'une part le méditatif ou métaphysicien céleste, préoccupé avant tout par la vie de l'esprit et sa relation avec Dieu, c'est la face Théodore, et d'autre part l'amateur éclairé de science attentif aux expériences et aux faits positifs, face Théotime. Il reste que dans la mesure où le dialogue intérieur que le philosophe malebranchiste établit avec le Verbe divin constitue la condition de possibilité de toute connaissance vraie, les EMR mettant un sens en scène, un dialogue non pas à 3 mais à 4 protagonistes, dont le plus silencieux et le moins apparent est aussi le plus important, ou si l'on préfère, la véritable âme de la conversation, et le principe de la société des esprits, qui s'établit au fil des entretiens. Ariste déclare ainsi: « Ah, Théodore, que vos principes sont clairs, qu'ils sont solides et qu'ils sont chrétiens, mais qu'ils sont aimables et touchants. J'en suis tout pénétré. Quoi? C'est donc Dieu lui-même qui est présentement au milieu de nous, non comme simple spectateur et observateur de nos actions bonnes ou mauvaises, mais comme le principe de notre société, le lien de notre amitié, l'âme, pour ainsi dire, du commerce et des entretiens que nous avons ensemble. » Théodore renchérit: « Comment nous édifierons-nous les uns les autres dans la charité si nous bannissons de nos entretiens celui
que vous venez de reconnaître pour l'âme du commerce que nous avons ensemble, pour le lien de notre petite société. Il faut être attentif à la façon dont Malebranche travaille, où infléchit la forme littéraire, dialogue, et ses aspects plaisants dans le sens que lui dicte sa philosophie, notamment sa théorie de la connaissance, sa conception des deux unions, à Dieu, au corps, qui constituent l'esprit humain, et la façon dont il thématise et évalue l'usage de la rhétorique et du plaisir, fût-ce sous sa forme littéraire. Dès la recherche de la vérité, l'oratorien avait en effet proposé une évaluation ambivalente des séductions de la sensibilité et de l'imagination, notamment sous les formes particulières qu'elles prennent dans les beautés et artifices littéraires et rhétoriques. Depuis le péché originel, dont les effets sont décrits de façon saisissante dans la préface de la recherche, les hommes sont spécialement et beaucoup trop attirés par tout ce qui est sensible, brillant, vif, et ils sont désormais ainsi détournés de l'intelligible et de l'union de l'esprit avec Dieu. Dans le domaine littéraire, il conviendra donc de ne pas abuser des séductions de la rhétorique, d'éviter les éclats, les invectives, les mots d'esprit faciles, les accumulations de tropes, les effets de manche tapageurs, mais cette méfiance envers les séductions des lettres, qui pourrait conduire à l'idée d'un bannissement de la rhétorique et à l'adoption d'une écriture blanche au degré zéro, est contrebalancée par un solide réalisme anthropologique, dont Malebranche ne s'est jamais départi. Il convient aussi de tenir compte de la condition actuelle des hommes, captivés par le sensible, et de passer par ce canal pour les conduire ou les élever à l'intelligibilité souhaitable. Au fond, Malebranche s'inspire de la pédagogie même de son Dieu, qui est esprit, veut être adoré en esprit et en vérité, mais qui, pour parvenir à cette fin, s'est incarné, c'est-à-dire comprend Malebranche, s'est rendu sensible. La raison elle-même s'est incarnée pour être à la portée de tous les hommes, pour frapper les yeux et les oreilles de ceux qui ne peuvent ni voir ni entendre que par leur sens. La vérité intérieure apparue hors de nous, grossiers et stupides que nous sommes, afin de nous apprendre d'une manière sensible et palpable les commandements éternels de la loi divine. C'est toujours la vérité intérieure qui nous instruit, il est vrai, mais elle se sert de tous les moyens pour nous rappeler à elle. La raison ruse donc en se donnant les moyens de sauver les hommes par ce qui les a perdus et les aveugle présentement. Malebranche, écrivain, retient la leçon. Le philosophe soucieux de capter l'attention mettra en œuvre sans hésiter les outils de séduction propres, sensibles, puis couvrira de quelque chose de sensible les vérités qu'il veut comprendre et enseigner aux autres, afin d'arrêter l'esprit qui aime le sensible et qui ne se prend aisément que par quelque chose qui flatte les sens. Les EMR seront donc un objet littéraire séduisant qui, pour attirer l'attention du lecteur, lui donnera du plaisir littéraire, mais comme l'incarnation mène à l'intelligible, toutes ces sollicitations sensibles et littéraires constituent seulement des préliminaires à partir desquels il faut organiser le passage à l'intelligibilité supérieure qui les annulera. Il faut donc bien prendre garde à tempérer de telle manière la sensibilité de ces expressions que l'on ne fasse que rendre l'esprit plus attentif. Il n'y a rien de si beau que la vérité. Il ne faut pas prétendre qu'on la puisse rendre plus belle en la fardant de quelques couleurs sensibles. On lui donnerait peut-être quelques délicatesses, mais on diminuerait sa force. De ce point de vue, les EMR sont une magnifique réussite, un modèle d'équilibre où Malebranche met en œuvre, avec une maîtrise qui n'a peut-être jamais atteint ailleurs, les principes de sa pédagogie. En effet, la recherche avec ses flamboiements, ses saillies, ses réponses fulminantes, ajoutées au fil des éditions, invitait davantage à séjourner avec délectation dans le sensible qu'à rentrer dans nous-mêmes, nous rendre attentifs et nous unir à la vérité éternelle, laquelle seule préside à l'esprit et le peut éclairer. Les deux traités de la nature de la grâce et de morale, demeurés comme le Jard traité, y invitent, assez aride, peu attirant. La forme dialoguée, en revanche, est parfaitement adaptée aux thèses malbranchistes. De façon paradoxale, un dialogue confiant et serein comme ceux que l'oratorien met en scène permet de faire comprendre que l'homme n'instruit pas l'homme. C'est une preuve que l'homme n'instruit pas l'homme. C'est que je ne suis pas votre maître ou votre docteur, c'est que je ne suis qu'un moniteur, véhément peut-être, mais peu exact et peu entendu. Je parle à vos oreilles. Apparemment, je n'y fais que trop de bruit, mais notre unique maître ne parle point encore assez clairement à votre esprit, ou plutôt la raison lui parle sans cesse fort nettement, mais faute d'attention, vous n'entendez point assez ce qu'elle vous répond. La principale préoccupation du moniteur malbranchiste sera par conséquent d'apprendre à son disciple à se passer de lui. Il faudra pour cela l'amener patiemment dans la position qui lui permettra d'accomplir ce retour en soi-même,
auquel invite Théodore dès le début des EMR. Le malobranchisme est une philosophie de l'introspection et de l'intériorité, mais une intériorité bien particulière puisqu'elle est immédiatement identifiée à ce qui en moi n'est pas moi. La raison qui parle bas, bien plus bas en général que le monde et les sensations qui peuvent toujours venir parasiter, voire interdire le dialogue intérieur désiré par le malebranchiste, puisque le bourdonnement d'une mouche ou quelque autre petit bruit est capable, malgré tous nos efforts, de nous empêcher de considérer des vérités abstraites et fort relevées. Tout un pan de la réflexion de Malebranche est donc consacré à décrire de façon concrète cette attitude permettant de bien philosopher, qu'il appelle méditation, et à préciser les principales caractéristiques de la figure du bon philosophe, le méditatif. Ces textes originaux sur le fond, mais sans difficulté majeure, expliquent en substance comment, pour bien méditer, il faut adopter une posture minorant autant que possible les sollicitations sensibles, sans néanmoins les supprimer. C'est le sens de la scène inaugurale des EMR, où Théodore met en place la façon dont vont se dérouler les entretiens, au calme, dans une pièce assombrie, par des rideaux tirés, c'est-à-dire en évitant avec soin toutes les sensations trop vives et toutes les émotions de l'âme qui remplissent la capacité de notre faible intelligence, car le plus petit bruit, le moindre éclat de lumière dissipe quelquefois la vue de l'esprit. Méditez et tout ira bien. Les textes des EMR apparaissent ainsi comme un objet littéraire complexe, très soigneusement réfléchi et à un sens atypique, puisqu'il doit à la fois organiser la captation d'attention nécessaire à sa promotion et les modalités de son abandon en faveur d'une intériorité qu'il aura contribué à manifester. Le moniteur doit convaincre tout en apprenant à se passer de lui, et les mots de Malebranche ou de ses représentants doivent conduire au silence. Ce silence qui clôt les dialogues et qui recommande le verbe divin dans les méditations chrétiennes. Mais ce silence n'a rien à voir avec le mutisme méprisant, exaspéré et vide de sens par lequel Caliclès décide d'achever le Gorgias, ni avec un silence mystique, dans la mesure où la philosophie ne perd jamais ses droits. C'est le silence qui permet ce dialogue intérieur, donnant sens à nos paroles inchangées, échangées lorsqu'elles échappent à l'insignifiance. Le plan du texte, les EMR utilisent de façon récurrente les métaphores de la carte destinée à s'orienter sous la conduite du guide Théodore lors d'un voyage ou d'une navigation au milieu des écueils dans un pays qui reste à découvrir et dont on ne sait trop s'il est étrange ou familier. Non, je ne vous conduirai point dans une terre étrangère. C'est beaucoup, Ariste, que de savoir quitter son corps quand on le veut et s'élever en esprit dans le pays des intelligences. Mais cela ne suffit pas, il faut savoir un peu la carte de ce pays. Quels sont les lieux inaccessibles aux pauvres mortels et qu'ils sont ceux où ils peuvent aller librement sans craindre les illusions. Vous voilà prêt à faire 1000 et 1000 découvertes dans le pays de la vérité. Vous voyagerez sans crainte dans le pays des intelligences. Vous en éviterez prudemment les lieux inaccessibles ou trop dangereux, et vous n'appréhenderez plus ces fantômes caressants qui engagent insensiblement dans l'erreur les nouveaux voyageurs de ces contrées. Marchez d'un pas ferme et assuré dans ce pays des méditatifs. Mais en fait, le carte, la seule structuration explicite du texte, est celle qu'il organise en 14 entretiens apparaissant comme autant de petits traités consacrés à un thème particulier, à abstraction faite des redites ou des retours sur un thème déjà traité qu'amène parfois la psychologie, résistance, hésitation des interlocuteurs et la recherche d'un certain réalisme dans l'usage de la forme dialoguée. Pour le reste, Malebranche lui-même n'indique pas de plan qui organiserait son ouvrage, et aucun ne s'impose de façon évidente. Tenter de suivre la piste, souvent opératoire pour organiser les textes du grand siècle, qui consisterait à découper le texte en fonction des moments où il parle, ou ne parle pas, de Dieu, se révèle ici inopérant. Dans la vision du monde théocentré, qui est celle de Malebranche, il est en permanence question de Dieu, aussi bien lorsque ce dernier est l'objet explicite de la réflexion que lorsqu'on s'intéresse aux opérations cognitives. Vision en Dieu ou aux relations causales, occasionnalisme. On peut même dire qu'en un sens, le geste philosophique premier ou l'intuition fondamentale caractérisant les EMR consiste à faire apparaître que Dieu est partout présent et agissant, y compris là où spontanément nous ne le repérons pas. Le voyage malebranchiste consistant de la sorte moins à se déplacer qu'à convertir son regard et comprendre que l'homme qui ne voit que
mes yeux, est assurément un étranger au milieu de son pays. Cette thèse philosophique est indéniablement forte et originale, mais elle complique la tâche de celui qui veut repérer des divisions ou des articulations dans un texte qui, en un sens, ne parle que de ça, Dieu, et y ramène en permanence.